Je regrette vraiment de devoir vous annoncer une telle nouvelle décourageante, Monsieur Blackwood, prononça Damien Frost, sa voix empreinte d'empathie alors qu'il me remettait l'enveloppe en papier craft. Le poids de son contenu semblait s'abattre sur moi, annonciateur des tourments à venir. Dans les limites de ce dossier en apparence anodin se trouvait un rapport méticuleusement détaillé, dévoilant la vérité sordide sur les liaisons clandestines de ma femme Isabelle avec son ancien supérieur, Lucian Grave. Accompagnant les preuves accablantes se trouvait une série de photographies et un DVD, chaque image une lame transperçant le voile de confiance qui avait autrefois enveloppé notre mariage. Une partie de moi reculait, hésitante à affronter la dure réalité que John avait si minutieusement mise au jour. Pourtant, je savais que faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était la seule voie à suivre. « As-tu une idée de la durée de ces agissements » demandai-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Le regard de John rencontra le mien, une lueur de sympathie dansant sur ses traits alors qu'il consultait une nouvelle fois le rapport. Selon les preuves que nous avons rassemblées, il semble qu'il s'agisse d'une liaison de longue date, d'au moins une décennie, voire même 12 ans. La révélation fut comme un coup physique, l'air s'échappant de mes poumons alors que je luttais avec l'ampleur de la tromperie d'Isabelle. Cela placerait le début aux alentours de sa candidature au poste de cadre, murmurai-je, les pièces s'assemblant lentement. John hocha solennellement la tête. Environ 1 an après la naissance de votre fille Séraphina. Malgré l'angoisse qui menaçait de me submerger, je reconnus la nécessité de confirmer la paternité de mes enfants. Rien que l'idée que les écarts d'Isabelle puissent aller jusqu'à une trahison si profonde me laissait étourdi. Je suppose que des tests ADN s'imposent pour vérifier si les enfants sont effectivement les miens, parvins-je à dire, ma voix tendue. Une autre préoccupation surgit, une qui me glaça jusqu'au fond de l'âme. Et le risque de maladie sexuellement transmissible ? Insistai-je, mon esprit tourbillonnant avec les conséquences potentielles de l'infidélité d'Isabelle. L'enquête a révélé que Grave a eu des relations avec de nombreuses femmes mariées en plus d'Isabelle. Compte tenu de notre intimité pendant sa prétendue retraite, je ne peux m'empêcher de me demander quelles affections elle a pu me transmettre sans le savoir. La gravité de la situation n'échappait pas à John, qui hocha la tête en signe de compréhension. Il serait prudent de consulter un médecin rapidement, Monsieur Blackwood. Alors que je parcourais une nouvelle fois le rapport, un ricanement m'échappa à la remarque d'Erin, l'associé de John, selon laquelle Isabelle semblait ignorante des frasques de Grave lorsqu'elle n'était pas en sa compagnie. Sachez, Monsieur Blackwood, que Grave prétend n'avoir jamais eu l'intention de perturber votre mariage, intervint John, son ton mesuré. Et ils n'ont jamais eu de relation au sein de votre domicile. Une maigre consolation, pensais-je, me remémorant les mesures de surveillance secrète que j'avais mises en place en engageant les services de John. Du moins notre sanctuaire est resté intact par la présence de Grave, remarquai-je, une pointe d'amertume imprégnant mes paroles. Merci pour votre franchise, Monsieur Frost, répliquai-je, mon esprit élaborant déjà des plans de secours. J'avais croisé Lucian Grave à quelques reprises, et son attitude arrogante m'avait toujours agacé. Ses traits ciselés et son air de supériorité prenaient désormais une teinte plus sinistre, alors que je reconnaissais la source de sa suffisance. Il y a plus, Monsieur Blackwood, continua John, son ton grave. Selon nos observations et les communications interceptées, la sœur de Grave, Natalia, a été mise au courant de leur liaison dès le début. Il semblerait qu'elle ait même facilité leur rendez-vous clandestin. La révélation fut douloureuse, car j'avais toujours considéré Natalia comme une femme d'intégrité, en contraste frappant avec le caractère douteux de son frère. Cieux miséricordieux, murmurai-je, le poids de leur trahison collective s'abattant sur mes épaules tel un linceul. Avez-vous déjà consulté un avocat ? S'enquit John, son professionnalisme inébranlable. Pas encore, avouai-je. J'ai jugé prudent de d'abord établir l'étendue complète des faits. Dans ce cas, permettez-moi de vous recommander Lisa Hawthorne, proposa John. C'est une redoutable avocate, particulièrement douée pour traiter les affaires impliquant l'infidélité. Si vous êtes d'accord, je peux lui transmettre ces documents et l'informer de votre consultation à venir. Ce serait grandement apprécié, acquiesçai-je,
reconnaissant la valeur d'une action rapide. John me tendit sa carte de visite, que je glissai aussitôt dans ma poche. « Si je peux me permettre un conseil ?» osa-t-il. « Par tous les moyens, consentis-je, inclinant la tête. »« Laissez Lisa gérer cela, » conseilla John. « Je comprends l'angoisse que vous devez ressentir, et la tentation de riposter pourrait être écrasante. Mais je vous implore de résister à de telles impulsions. Ce n'est pas qu'une simple fiction, c'est votre réalité. Et vous avez 2 enfants à prendre en considération. » Ces paroles résonnèrent profondément, et je me surpris à hocher la tête en acquiescement réticent. « Je comprends votre conseil, » soupirai-je, le poids de la responsabilité tempérant ma colère, ne serait-ce que momentanément. Après avoir réglé ma facture, je quittai le bureau de John, les fondations de mon monde étant irrémédiablement ébranlées. Même en reconnaissant la sagesse de ses conseils, la douleur que je portais était intense, une brûlure lancinante menaçant de me consumer. Enfermé dans le sanctuaire de mon véhicule, je me laissai emporter par le torrent d'émotions, laissant les larmes couler librement pendant ce qui semblait être une éternité. Une fois retrouvé un semblant de calme, je sortis la carte de visite de John et composai immédiatement le numéro des bureaux de Lisa Hawthorne, fixant un rendez-vous pour le lendemain. Lisa me fournit une liste exhaustive de documents financiers à rassembler, et je me retrouvai à entreprendre le difficile voyage de retour chez moi, mon esprit étant un tourbillon de pensées et d'émotions contradictoires. Impulsivement, je me suis dirigé vers une supérette, achetant un paquet de cigarettes, un vice que j'avais abandonné depuis mes années d'université. De là, j'ai cherché du réconfort dans l'enceinte familière d'une taverne locale, tentant de noyer mes chagrins dans les profondeurs ambrées d'un verre de bière. L'ivresse m'était étrangère, pourtant en cette occasion, je l'ai jugée comme une indulgence justifiable. « Ça va, mon pote ?» demanda le barman, son regard s'attardant sur la cigarette qui se consumait entre mes doigts. J'ai rencontré son regard inquiet, offrant un rire sans joie en réponse. « Tu peux le dire ?» Malheureusement, oui, a-t-il reconnu avec un sourire compatissant. « Laisse-moi deviner, tu viens d'apprendre que ta femme t'a été infidèle ?» Tout à fait, ai-je affirmé d'un signe de tête solennel. « Ça fait 12 bonnes années, tu te rends compte ?» Je peux le croire, a-t-il répondu, son ton teinté de la sagesse de l'expérience. J'ai tout vu et tout entendu depuis que j'ai commencé à travailler ici. Sans aucun doute, ai-je acquiescé, mon regard fixé sur le liquide ambré tourbillonnant dans mon verre. Le barman a ri doucement, une lueur de gaieté dans les yeux. « Ça te dérange si je partage quelque chose que mon grand-père avait l'habitude de dire ?» Je t'en prie, ai-je encouragé, avide de toute distraction du tourbillon de pensées qui menaçait de m'envahir. Il disait, je me plaignais de n'avoir pas de chaussures. Puis j'ai rencontré un homme sans pied. Les paroles du barman ont plané dans l'air, leur simplicité dissimulant une profonde sagesse. Je sais que tu souffres en ce moment. J'ai connu ça moi-même. Mais ça ira mieux. Et crois-moi, il y a des gens là-bas qui ont eu bien pire que toi. Ton grand-père semble être un homme sage, ai-je remarqué, un léger sourire tirant les coins de ma bouche. C'est sûr, a confirmé le barman d'un signe de tête. Termine ta bière, puis rentre chez toi, mon garçon. Occupe-toi de tes affaires. Fais ce qu'il faut faire. Tu ne trouveras pas de réponse au fond de ce verre. Crois-moi là-dessus. J'ai souri en signe d'approbation, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Alors que je sirotais les restes de ma pinte, mon esprit divaguait, réfléchissant aux nombreux signes que j'avais ignorés au fil des ans, des signes qui semblaient maintenant évidents avec le recul. Prenez, par exemple, la décision particulière qu'Isabelle a prise après la naissance de notre deuxième enfant, Serafina. Malgré ma vasectomie, elle a insisté pour reprendre la contraception, invoquant le besoin de précautions supplémentaires et de régulation des règles. À l'époque, ces raisons semblaient plausibles et je n'avais aucun soupçon. Puis il y avait la question de sa tenue vestimentaire lors de ses fréquents voyages d'affaires avec Luciane Grave, des tenues qui ne pouvaient guère être qualifiées de professionnelles. Lorsque j'ai abordé le sujet, elle a évoqué la nécessité d'accueillir comme un aspect important de son nouveau rôle, un euphémisme à peine voilé qui prenait maintenant une connotation plus sinistre.
Je l'appelais souvent le soir lorsqu'elle était absente, pour la trouver enfermée dans sa chambre d'hôtel. À l'occasion, j'aurais juré avoir perçu le léger murmure d'une voix masculine en arrière-plan, ou remarqué un tremblement subtil dans le ton d'Isabelle, comme si elle réprimait ses émotions. À l'époque, j'avais balayé ces événements comme de simples coïncidences, mais maintenant ils se sont regroupés en un schéma accablant de tromperie. Le parfum persistant de l'eau de Cologne de Grave imprégnant les vêtements d'Isabelle à son retour, une fragrance qui m'avait toujours donné la nausée, prit une nouvelle signification, plus sinistre. Puis venaient les obligations professionnelles qui semblaient la consumer chaque vendredi après-midi, même après sa prétendue retraite. Mes compétences spéciales sont toujours requises, expliquait-elle, une pointe d'évitement dans son ton. Bien que je doive parfois voyager. Désormais, la véritable nature de ses compétences spéciales et le dessein derrière ses absences fréquentes devenaient douloureusement évidents, une amère réalisation qui laissait un goût âcre dans ma bouche. Pour aggraver les choses, ces voyages d'affaires occasionnels se sont rapidement multipliés, s'étendant sur des week-ends entiers et laissant Isabelle absente de notre domicile jusqu'à tard dans la nuit. Sa retraite semblait être une simple façade, dissimulant un tissu de mensonges et de trahisons. Et pourtant, malgré tout cela, le comportement d'Isabelle à mon égard restait inchangé, aimable, affectueux, l'incarnation même d'une épouse et mère dévouée. Elle semblait savourer notre temps ensemble en famille, une ironie cruelle qui ne faisait qu'approfondir l'angoisse que je ressentais désormais. Confronté à l'écrasante preuve de son infidélité, je n'avais d'autre recours que de faire appel au service de la société d'investigation de John, une décision qui confirmait finalement mes pires soupçons. La seule question restante était comment procéder au partage de nos biens et à la garde de nos enfants. Si la transgression d'Isabelle avait été un écart momentané, né de circonstances ou d'ivresse, le pardon aurait peut-être été envisageable. De la colère, certainement, mais pas une rupture irrévocable de notre lien. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une simple indiscrétion passagère. C'était une trahison délibérée et continue qui s'étalait sur plus d'une décennie, une violation de la confiance si profonde qu'elle me faisait remettre en question les fondements mêmes de notre mariage. J'ai écrasé ma cigarette et vidé les dernières gouttes de ma chope, offrant au barman un signe de gratitude et un pourboire généreux pour ses conseils. En rentrant chez moi, j'ai été surpris de trouver le véhicule d'Isabelle dans le garage, une présence inattendue qui m'a laissé mal à l'aise. En refermant la porte du garage derrière moi, j'ai pénétré dans notre sanctuaire, ôtant ma veste et me dirigeant vers le sanctuaire de mon bureau à domicile. Isabelle m'a intercepté en route, son front se plissant en détectant les effluves persistants de fumée de cigarettes et de bière. « Tu as fumé » a-t-elle observé, son ton empreint de préoccupation. « Et je sens la bière. Tout va bien, Nathaniel ?» « Non, pour être franc, ce n'est pas le cas, ai-je avoué, ma voix alourdie par le poids des révélations de la journée. Aujourd'hui a été l'une des expériences les plus éprouvantes de ma vie. Que s'est-il passé ? Pressa-t-elle, son expression témoignant d'une réelle inquiétude, bien que je ne pus m'empêcher de remettre en question son authenticité. Est-il arrivé quelque chose de terrible ? Il s'est effectivement passé quelque chose, affirmai-je, mon regard plongeant dans le sien. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, ma chérie ? S'enquit-elle, ses yeux débordant d'une compassion qui semblait sincère. Annule ce que tu as fait, pensai-je amèrement, mais je m'abstins de verbaliser ce sentiment à voix haute. J'ai bien peur qu'il n'y ait rien que tu puisses faire, répondis-je, mon ton mesuré. Au fait, Nathaniel, continua-t-elle, inconsciente du tourment qui menaçait de me consumer. Je serai absente ce week-end, à partir de vendredi. Nous n'étions que mardi, et déjà elle m'informait de son absence imminente, un autre week-end passé en compagnie de son amant. Quoi ? M'exclamai-je, incapable de dissimuler mon incrédulité. Encore ? Ne viens-tu pas de rentrer d'un voyage le week-end dernier ? Oui, mais un imprévu s'est présenté, expliqua-t-elle, son ton exaspérant de nonchalance. C'est juste pour le travail, tu sais. Je vois, répliquai-je, ma voix dégoulinant de sarcasme. Et l'anniversaire de Séraphina ? C'est ce samedi. Je sais, reconnut-elle, son expression feignant le remords. Mais je ne peux pas éviter cela. Pourrais-tu lui expliquer pourquoi je ne pourrais pas être là ?
S'il te plaît, je ne te couvre plus, déclarai-je fermement, ma détermination inébranlable. Tu as manqué l'anniversaire d'Erin et notre anniversaire l'année dernière. Tu peux expliquer à notre fille pourquoi tu préfères partir en voyage avec Grave plutôt que de célébrer son anniversaire ici. Isabelle était visiblement mécontente de ma réponse, ses lèvres se serrant en une ligne serrée alors qu'elle soufflait un soupir lourd. Nathaniel, s'il te plaît, tu es déraisonnable, protesta-t-elle. Non, Isabelle, persistai-je, ma voix montant en même temps que ma frustration. Tu as soi-disant pris ta retraite il y a des mois après la vente de ton entreprise. Mais tu as été tellement absente que je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se passe réellement. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ? Ses yeux se rétrécirent, son expression devenant défensive. Que sous-entends-tu ? M'accuses-tu d'avoir une liaison ? Comment réagirais-tu si les rôles étaient inversés ? Répliquai-je, mon regard ne vacillant pas. Son attitude s'adoucit, ses épaules s'affaissant légèrement. Je comprends ton point de vue, concéda-t-elle. Mais crois-moi, c'est juste pour le travail, réitéra-t-elle, sa voix teintée de désespoir. C'est ce que tu ne cesses de dire, répliquai-je, ma patience s'amenuisant. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des affaires à régler. Ne m'interromps pas. Tu devras t'occuper des enfants ce soir. Sans un mot de plus, je me retirai dans le sanctuaire de mon bureau à domicile, refermant la porte derrière moi à clé. J'entendis les pas d'Isabelle approcher, suivis de sa voix étouffée m'appelant. « Nathaniel, s'il te plaît, parle-moi. Laisse-moi. Tranquille, Isabelle, grondai-je entre mes dents serrées, ma colère à peine contenue. Je suis occupé. J'écoutais ses pas s'éloigner, le son de son départ n'offrant que peu de réconfort. Rassemblant les documents financiers que Lisa avait demandés, je me suis tourné vers les preuves fournies par John, me préparant à l'assaut d'émotions qui m'attendait. En parcourant le rapport, il devenait de plus en plus difficile de concilier la femme que j'avais aimée et soutenue ces 12 dernières années avec celle décrite dans ces pages accablantes. Renforçant ma détermination, j'ai enfilé mon casque et appuyé sur lecture sur le DVD, déterminé à affronter la dure réalité de front. À moins d'avoir marché un mile dans mes chaussures, il est impossible de comprendre le tourbillon d'émotions qui accompagne le fait de voir la personne que vous aimez se livrer volontairement à un autre. Peu m'importaient les moyens par lesquels John avait obtenu ces enregistrements. Tout ce qui importait était la vérité indéniable qu'il mettait à nu. Tout amour que j'avais autrefois nourri pour Isabelle avait été irrémédiablement éteint. En la voyant enlacée avec Lucian Grave à l'écran, j'ai juré un serment silencieux à moi-même. Je ne lui permettrai plus jamais de profaner mon corps de son toucher. J'ai écouté attentivement leur conversation, mon cœur se brisant à chaque mot doux chuchoté, à chaque parole négligente qui révélait la profondeur de sa trahison. « Est-ce qu'on se voit toujours ce week-end » demanda Grave, ses bras entourant la forme élancée d'Isabelle. « Bien sûr, » répondit-elle, un sourire coquet jouant sur ses lèvres. « Tu sais que je ne peux pas rester trop longtemps sans te sentir en moi. » « Et l'anniversaire de ta fille » fronça les sourcils graves avec inquiétude. « Ce n'est pas ce week-end » ? « Si, mais Nathaniel s'en occupera. » Isabelle balaya d'un geste de la main. « Il est meilleur avec les enfants que moi. En plus, si je dois choisir entre m'occuper d'un tas de filles insupportables ou être ici avec toi, je préfère être avec toi. » L'expression de Lucian s'adoucit lorsqu'il la rapprocha. « Tu sais que j'aime te voir ici, Isabelle, mais je crains qu'il commence à se méfier. Tu es censée être à la retraite, tu te souviens ? Je t'ai dit, Lucian, murmura-t-elle, caressant ses traits ciselés. Retraité ou pas, je n'abandonne pas notre affaire. J'aime ma famille et Nathaniel, mais ce que nous avons partagé ces 12 dernières années signifie tout pour moi. Je suis content d'entendre ça, murmura Lucian, ses doigts suivant les contours de son visage. Tu te souviens quand on a commencé ça, tu as dit que tu choisirais Nathaniel et les enfants si tu devais le faire. Est-ce que tu ressens toujours la même chose ? Le front d'Isabelle se plissa, une lueur d'incertitude traversant ses traits. Je ne sais honnêtement pas, admit-elle. Ça ne s'est jamais présenté. Lucian rit doucement, une pointe d'amusement dans sa voix. Je suis étonné que tu aies réussi à le maintenir dans l'ignorance tout ce temps.
S'il découvre un jour, ça ne sera pas joli. Ce n'était pas facile au début, avoua Isabelle, mais j'ai appris à garder ma vie professionnelle séparée. Je n'ai jamais refusé quoi que ce soit à Nathaniel, et je le traite bien. S'il découvre, je le menacerai simplement de divorce. Ce ne sera peut-être pas si simple, avertit Luciane, son expression s'assombrissant. Guillemets double. Mais si les choses tournent mal, tu peux rester ici si tu veux. J'aime ta présence. Merci, Luciane, murmura Isabelle, sa voix empreinte de gratitude. Je suis reconnaissante pour cela, mais je ne pense pas qu'il se passera quelque chose. Il n'a rien découvert en 12 ans, et je doute qu'il le fasse un jour. Le front de Luciane se plissa. Combien de temps comptes-tu continuer ainsi? Aussi longtemps que possible, déclara Isabelle, ses yeux brillants de détermination. Peut-être pour le reste de ma vie. Je fermai la vidéo, mon cœur lourd du poids des paroles d'Isabelle. Peut-être que ton vœu se réalisera, pensai-je amèrement, remettant le DVD dans ma serviette. Le bruit des coups d'Isabelle contre la porte du bureau interrompit mes pensées sombres. Quoi? Répondis-je, ma voix dénuée d'émotion. Les enfants vont se coucher, me informa-t-elle. Peux-tu au moins venir leur dire bonne nuit? Oui, j'arrive, répondis-je, éteignant mon ordinateur et montant à l'étage. Je bordai les enfants, forçant un sourire en leur souhaitant bonne nuit. Le front de Séraphina se plissa, son regard perspicace me scrutant intensément. Ça va, papa? Demanda-t-elle, sa voix empreinte de préoccupation. Oui, ma chérie, la rassurai-je avec un doux sourire. Je vais bien. Maintenant, au lit. Je déposai un baiser sur son front, mon cœur se gonflant d'une affection aigre-douce en la voyant s'endormir. Après m'être assuré que les enfants étaient bien installés, je redescendis, me servant une tasse de café noir et fort. La voix d'Isabelle parvint à mes oreilles lorsque j'entrai dans la cuisine. J'ai gardé de la nourriture au chaud pour toi, Nathaniel, mentionna-t-elle, son ton hésitant. Je n'ai pas faim, répondis-je, fixant le liquide fumant dans ma tasse. Sans un mot de plus, je sortis sur le patio, m'installant dans un fauteuil et allumant une cigarette, une habitude que j'avais depuis longtemps abandonnée. Isabelle me rejoignit quelques instants plus tard, son expression empreinte de préoccupation. Elle tenta de m'embrasser, mais je détournai la tête, refusant le contact intime. Il était hors de question que ses lèvres, souillées par le toucher de Grave, effleurent les miennes. Dis-moi ce qui te préoccupe, Nathaniel, s'il te plaît, implora-t-elle, ses yeux cherchant les miens. Tu as l'air vraiment tourmenté, et tu sais que je n'aime pas te voir fumer. Tu avais arrêté à l'université. Oui, eh bien, la vie ne se déroule pas toujours comme on le voudrait, n'est-ce pas? Répliquai-je, fixant l'extrémité incandescente de ma cigarette. Que veux-tu dire par là? Insista-t-elle, son front se plissant de confusion. Je secouai la tête, restant silencieux, refusant de révéler la vérité qui me consumait désormais. Nathaniel, s'il te plaît, ouvre-toi à moi, supplia-t-elle, sa voix teintée de désespoir. Je t'aime. Tu peux tout me dire. Je la regardai à travers la brume de fumée, secouant de nouveau la tête. Il est trop tard pour ça maintenant, avouai-je, le poids de mes paroles s'installant lourdement entre nous. Trop tard pourquoi? S'enquit-elle, son expression un masque de perplexité. Je ne comprends pas. Tu es douée en affaires, Isabelle, déclarai-je, mon ton mesuré. Je suis sûr que tu peux trouver une solution. Mais peut-être que je peux t'aider si tu me laisses entrer, insista-t-elle, les yeux remplis de larmes. Isabelle, s'il te plaît, implorai-je, ma frustration évidente. J'ai besoin que tu respectes mon espace. J'ai besoin de temps pour mettre de l'ordre dans les choses. J'adoucis mon ton, réalisant que ma colère avait peut-être révélé trop de choses. Désolé d'avoir éclaté. Le travail a été difficile, et ça me pèse vraiment. Peut-être dans quelques jours. Les mots me semblaient amers sur ma langue, car je savais que je mentais à la femme qui m'avait trahi si profondément. Et pourtant, une partie de moi raisonnait, pourquoi pas? Il était juste de répondre à la tromperie par la tromperie. Les larmes d'Isabelle coulaient sur son visage alors qu'elle acquiesçait silencieusement,
puis se précipiter à l'intérieur, ses sanglots résonnant dans le silence de la nuit. J'ai fumé 2 cigarettes de plus, savourant la brûlure familière dans mes poumons, avant de rentrer à l'intérieur. Je me suis douché, lavant l'odeur persistante de la fumée, et j'ai enfilé un pyjama que je portais rarement. En me glissant dans le lit, Isabelle tendit la main vers moi, ses doigts effleurant mon bras. J'ai repoussé sa main, refusant ses avances pour la première fois de notre mariage. « Nathaniel » commença-t-elle, sa voix tremblante. Je me suis détourné, lui refusant le réconfort de mon étreinte ou un baiser de bonne nuit. « Bonne nuit, Isabelle » marmonnai-je, mon cœur se durcissant contre la femme que j'avais autrefois aimée de tout mon être. Elle se détourna, ses sanglots étouffés étant le seul son qui perçait le silence oppressant. Autant que je suis concerné, elle pouvait aller droit en enfer. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, douché et habillé pour la journée à venir. J'ai passé quelques précieux moments avec les enfants avant qu'ils ne partent pour l'école, puis j'ai quitté la maison sans adresser un mot à Isabelle. En ouvrant la porte pour partir, elle a appelé « Je n'ai plus droit à un baiser de revoir ?» Désolé, ai-je répondu, lui envoyant un baiser machinal. « Je t'aime » dit-elle, sa voix empreinte d'une supplique désespérée. « Oui, pareil ici » marmonnai-je, les mots ayant un goût amer en sortant de ma bouche alors que je sortais de la maison. Au bureau, j'ai informé mon patron de la situation et il a offert sa sympathie, ayant lui-même traversé la tempête d'un divorce. « Fais ce que tu as à faire » a-t-il dit. « Si tu as besoin de temps libre, fais-le-moi savoir. » Je l'ai remercié et je me suis plongé dans le travail, partant tôt pour rencontrer Lisa Hawthorne. En entrant dans son bureau, j'ai été accueilli par une femme qui semblait avoir à peu près mon âge, ses longs cheveux blonds encadrant un visage qui dégageait une confiance tranquille. « Bon après-midi, Monsieur Blackwood » dit-elle en me tendant la main. « S'il vous plaît, appelez-moi Nathaniel. »« Et vous pouvez m'appeler Lisa » répondit-elle, sa poignée ferme et assurée. J'ai examiné le rapport que Monsieur Frost a envoyé. « Je suis désolé que vous traversiez cela. C'est un problème courant avec lequel je suis confronté, mais c'est toujours bouleversant. Comment vous en sortez-vous? Pas bien, pour être honnête, et j'admis, le poids des derniers jours marqué sur mon visage. Je comprends, dit Lisa, son expression empreinte de sympathie. As-tu déjà abordé le sujet avec elle? Pas encore, mais j'ai peur de ne pas avoir été très gentil avec elle hier soir, avouai-je. Je te recommande d'essayer de rester civil pour le moment, conseilla-t-elle. Je sais que c'est difficile étant donné ce que tu sais, mais il vaut mieux ne pas laisser paraître que tu es au courant. Laisse-la agir comme d'habitude. Elle se rendra compte quand elle recevra les papiers du divorce. J'acquiesçai, reconnaissant la sagesse de ses conseils. Peux-tu gérer ça? Insista-t-elle. Tu as raison, ce sera difficile, vraiment difficile, concédai-je. Mais je ferai de mon mieux. Bien, affirma Lisa d'un signe de tête. Maintenant, quels sont tes objectifs pour ce divorce? Je veux obtenir autant que possible, affirmai-je, mon regard ne vacillant pas. Surtout la garde des enfants, s'ils sont effectivement les miens. Le sourcil de Lisa se haussa légèrement. Tu sais que les mères obtiennent généralement la garde, n'est-ce pas? J'ai été leur principal soignant depuis une décennie, répliquai-je. Et Isabelle a admis dans la vidéo que je suis un meilleur parent qu'elle. Son choix d'être avec son amant plutôt qu'avec sa fille le jour de son anniversaire devrait compter pour quelque chose. Cela compte, et nous pouvons l'utiliser, approuva Lisa, prenant des notes en examinant les documents financiers que j'avais fournis. Il semble que ta femme ait obtenu une somme importante de la vente de l'entreprise. Les dividendes mensuels qu'elle reçoit correspondent à ton salaire. Cela joue en notre faveur. Est-ce que cela signifie qu'il n'y aura pas de pension alimentaire? Demandai-je, une lueur d'espoir vacillant en moi. Ou très peu, confirma Lisa. Elle est encore jeune et capable de travailler. De plus, si nous obtenons la garde pour toi, nous pourrions peut-être obtenir une pension alimentaire pour les enfants d'elle. Et la maison? Demandai-je, mon esprit bouillonnant d'implication. Si nous parvenons à obtenir la garde pour toi, tu pourras continuer à vivre dans la maison, expliqua Lisa.
et nous pouvons demander qu'elle couvre la moitié de l'hypothèque. Mais il y a une chance que le tribunal lui accorde la garde. Dans ce cas, tu devrais couvrir la moitié de l'hypothèque ainsi que la pension alimentaire pour les enfants. Elle marqua une pause, envisageant les alternatives. La seule autre option serait de vendre la maison et de partager les bénéfices entre vous deux. Et nos comptes de retraite et bancaires ? Demandai-je, le front plissé d'inquiétude. Nous pouvons simplifier les choses en laissant les comptes de retraite en dehors de l'équation, précisa Lisa. Vous gardez tous les deux vos 401. Tout le reste sera divisé également, ce qui est généralement ce qu'un juge ordonnerait. J'acquiesçai, assimilant l'information. Et Lucian Grave ? Puis-je intenter une action en justice contre lui pour aliénation d'affection ? Lisa secoua la tête avec regret. Pas dans cet état. Mais nous l'inclurons dans la procédure de divorce. Il pourrait y avoir des motifs pour le poursuivre pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, mais cela n'ira probablement pas loin, surtout dans cette juridiction. Et sa sœur, Natalia ? Insistai-je. Elle était au courant de la situation tout le temps, voire l'a peut-être facilitée. C'est une situation similaire avec elle, répondit Lisa. Nous pouvons déposer si tu le souhaites. Oui, je t'en prie, ai-je affirmé, ma détermination se renforçant. Quand pourras-tu déposer tout cela ? Ai-je demandé, impatient de mettre les choses en marche. Je pense que nous pourrons le faire d'ici vendredi, m'a assuré Lisa. Pourquoi cette précipitation ? Ai-je demandé, ma curiosité éveillée. J'aimerais qu'elle soit servie en fin d'après-midi samedi, et j'expliquai. Elle sera partie en week-end avec Grave. Je veux avoir l'effet de surprise de mon côté. Les yeux de Lisa se sont légèrement écarquillés, une pointe d'admiration dans son regard. Je comprends. Un peu de choc et d'émerveillement. Nous pouvons organiser cela, mais il y aura un coût supplémentaire pour que l'huissier travaille un samedi. C'est bon, ai-je accepté. Poursuivons. D'accord, Nathaniel, a conclu Lisa, en me tendant la main. Nous nous occuperons de cela. Après m'avoir donné l'avertissement habituel de ne rien faire de précipité, elle a encaissé mon chèque de provision, et je suis sorti de son bureau me sentant plus confiant quant à la voie à suivre. En arrivant dans l'allée, j'ai été surpris de voir la voiture d'Isabelle déjà là, la chaleur du capot indiquant qu'elle l'avait récemment conduite. En entrant, l'arôme d'un rôti savoureux m'a accueilli, un parfum familier qui a évoqué des souvenirs aigres-doux. « Salut, mon cœur », m'a salué Isabelle depuis la cuisine, son expression pleine d'espoir. « De retour tôt, tout va bien ? » « Oui, je mets de l'ordre dans les choses, je l'ai assuré, mon ton mesuré. »« Bien, tu as faim ?» a-t-elle demandé. « J'ai fait un rôti, ton préféré. » J'en prendrai un peu, et j'acceptai, la tentation de ses talents culinaires étant trop grande pour résister. « As-tu parlé à Sérafina ?» ai-je demandé, mon regard cherchant le sien. « Oui, elle n'est pas enchantée, mais elle s'en sortira, » a répondu Isabelle, une pointe de remords dans sa voix. « Où sont les enfants ?» me suis-je demandé à voix haute. « Dans leur chambre, en train de faire leurs devoirs », m'a-t-elle informé. Alors, toujours en train de planifier ce voyage avec Grave, ai-je insisté, les yeux se rétrécissant. « Oui, affaires », a-t-elle déclaré fermement. « Juste des affaires. Quand comptes-tu vraiment prendre ta retraite ?» ai-je interrogé, mon sourcil se haussant avec scepticisme. « Je suis déjà à la retraite, j'ai juste besoin de m'absenter un moment », a-t-elle précisé. « Je ne sais pas pour combien de temps. On dirait que tu es presque à plein temps déjà, ai-je remarqué. Autant être sur la liste de paye. Pourquoi ? S'est-elle défendue, son ton devenant défensif. Je gagne plus maintenant. J'ai acquiescé, reconnaissant sa réponse tout en rangeant ma serviette et en me changeant en tenue plus confortable. Après avoir complimenté sa cuisine, un talent que je savais regretter une fois nos chemins divergés, j'ai passé du temps avec les enfants avant de me retirer dans le sanctuaire de mon bureau. Isabelle a essayé d'entrer, puis a frappé quand elle a réalisé que la porte était verrouillée. Je l'ai entr'ouverte, rencontrant son regard. « John, tu passes la nuit ici ce soir ?» a-t-elle demandé, sa voix teintée d'inquiétude. « Je pense que oui, » ai-je répondu. « J'ai encore pas mal de choses à faire, et je me sens un peu patraque. »
Je ne veux pas risquer de te rendre malade juste avant ton voyage, donc je vais dormir sur le futon ici. D'accord, a-t-elle acquiescé, son expression s'adoucissant. Prends soin de toi, Nathaniel, s'il te plaît. Je t'aime. Oui, pareillement, ai-je répondu en refermant la porte. Alors que ses pas s'éloignaient, je me suis tourné vers l'ordinateur, lançant une recherche. Après avoir trouvé ce dont j'avais besoin, j'ai rempli un formulaire et vérifié mes emails pour confirmation, mettant un rappel sur mon téléphone pour le lendemain. Le jeudi s'est déroulé de la même manière que la veille, avec les tentatives d'Isabelle de me convaincre d'aller au lit restant vaines. Malgré son attirail séduisant et ses supplications, la connaissance de sa trahison avait éteint tout désir que j'avais pour elle. « Désolé, Isabelle, murmurai-je, feignant un mal de tête. Je vais prendre quelque chose et rester ici au bureau. » Une larme roula sur sa joue en partant, mais je me suis retrouvé insensible à sa démonstration d'émotion. Le lendemain à midi, Isabelle m'a appelé pour m'informer de son départ. « J'espère que tu te sens mieux, Nathaniel, dit-elle. Peut-être qu'on se retrouvera quand je serai de retour lundi. Les parents viendront chercher les enfants aujourd'hui et les déposeront demain pour la fête de Sérafina. Merci pour l'info, ai-je répondu. Je t'aime, Nathaniel, ajouta-t-elle. J'espère que tu le crois. Oui, ai-je dit, bon voyage, à plus tard. Au revoir, Isabelle. Après avoir raccroché, j'ai appelé Lisa. Les documents sont en cours de traitement, Nathaniel, m'a-t-elle informé. Ils seront remis demain à 17h30 chez Grave, comme tu l'as demandé. Natalia recevra les siens lundi. Merci, Lisa, ai-je dit, mettant fin à l'appel. J'ai informé mon assistant que j'avais terminé pour la journée, j'ai fermé à clé et je suis rentré chez moi, impatient de me préparer pour l'arrivée des déménageurs. À 17h, le camion était arrivé, et j'avais une pile de cartons prêts dans le garage, les derniers vestiges de ma vie avec Isabelle soigneusement emballés et attendant le transport. Pendant que les déménageurs chargeaient le camion, je me suis attelé à une tâche qui pesait lourdement sur mon esprit. J'ai soigneusement modifié la robe de mariée d'Isabelle, la transformant en quelque chose d'irréconnaissable. Une fois satisfait de mon travail, j'ai placé les cendres de la robe dans un sac en papier, scellant celui-ci avec une note, ma bague de mariage et notre certificat de mariage déchiré à l'intérieur d'une enveloppe. Je l'ai remis à l'un des déménageurs, lui demandant de le livrer à Isabelle chez Grave demain à 17h30, avec 2 billets de $50 en pourboire. Je veillerai à ce que cela lui parvienne, m'a assuré le jeune homme. Merci, ai-je répondu, regardant les déménageurs terminer leurs tâches et partir. Seul dans la maison désormais vide, j'ai réchauffé un reste de rôti de bœuf et j'ai mangé dans le salon en regardant la télévision. J'ai dormi profondément dans la chambre principale cette nuit-là, le poids des événements de la journée finissant par me rattraper. Le lendemain à midi, les parents d'Isabelle, Georges et Rhonda, sont arrivés avec les enfants. J'étais déjà debout tôt, préparant le jardin pour la fête d'anniversaire de Sérafina, qui devait commencer vers 15h. Isabelle avait commandé un gâteau, que j'avais récupéré plus tôt et stocké dans le réfrigérateur. « Tu as été occupé ?» remarqua Rhonda en entrant dans la maison. « Je n'avais pas vraiment le choix, répondis-je. Espérons que tout se passe bien. Les enfants vont apprécier. Sophie a mentionné qu'Isabelle ne serait pas là, nota Rhonda, son front se plissant d'inquiétude. Oui, c'est vrai, confirmai-je, me préparant mentalement à la conversation à venir. J'ai peur d'avoir des nouvelles à vous annoncer à tous les deux. Georges et Rhonda échangèrent un regard inquiet, leurs expressions marquées par la crainte. Je divorce d'avec Isabelle, révélai-je, ma voix restant ferme malgré le tumulte intérieur. Quoi ? S'exclama Georges, les yeux écarquillés de surprise. Pourquoi ? Je pris une grande inspiration, me préparant à leur réaction. J'ai découvert qu'Isabelle entretenait une liaison avec son ancien patron, Lucien Grave, depuis 12 ans. La main de Rhonda vola à sa bouche, un soupir lui échappant. « Es-tu sûr de cela, Nathaniel ?» Malheureusement, oui, confirmai-je, mon regard ne vacillant pas. J'ai engagé un détective privé il y a un mois, et les preuves sont irréfutables. Il y a des rapports détaillés,
des photographies et même des vidéos. Georges secoua la tête, incrédule. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire une telle chose. Et tu es certain de ne pas pouvoir lui pardonner? Absolument, affirmai-je, ma détermination restant intacte. Pas après tout ce temps. Georges hocha solennellement la tête. J'aimerais voir ce rapport, si tu veux bien. Bien sûr, répondis-je, l'invitant à me rejoindre dans mon bureau à domicile. Alors que Georges examinait les preuves accablantes, son expression s'assombrit, mêlant déception et colère sur son visage. Cette femme stupide, marmonna-t-il, me rendant le rapport. Je suis désolé, Nathaniel. C'est ma fille, mais c'est dur à avaler. Je comprends ta position, reconnus-je, l'empathie tintant ma voix. Maintenant tu comprends pourquoi j'ai agi ainsi. Le front de Georges se plissa, une lueur de détermination dans ses yeux. Quel est le plan avec ce type grave? J'ai engagé des poursuites contre lui et sa sœur, Natalia, pour cause de détresse émotionnelle, l'informai-je. Georges poussa un soupir, secouant la tête. C'est tout? Après 12 ans à voler ta femme, il s'en sort aussi facilement? Je sais, Georges, soupirai-je. Mais je dois penser à mes enfants. Finir en prison n'aidera personne. Je suppose que tu as raison, concéda-t-il. Mais d'après ce rapport, il semble que Grave est un faible pour les femmes mariées. Je parie qu'Isabelle n'est pas sa première cible. Probablement pas, acquiesçai-je. Mais laisse-moi gérer ça, Georges. Il ne vaut pas la peine que tu finisses en prison à cause de lui. Les lèvres de Georges s'ourlèrent en un sourire ironique. Personne n'a parlé de prison, mon garçon. Laisse-moi m'occuper de ce crétin. Je ne te laisserai pas risquer la prison pour lui. J'étudiais l'expression de Georges, reconnaissant sa détermination dans ses yeux. Si tu le dis, acquiesçai-je, sachant qu'il valait mieux ne pas discuter. Bon garçon, dit Georges en me tapant amicalement sur l'épaule. Allez, Nathaniel, allons profiter du temps avec les enfants. Nous sommes sortis pour découvrir que Rhonda avait tout préparé pour la fête de Sérafina. Quand ma fille aperçut les festivités, ses yeux brillèrent de joie. Merci, papa, rayonna-t-elle, me serrant dans une étreinte chaleureuse. C'est génial. J'aimerais que maman puisse le voir. Moi aussi, ma chérie, avouai-je, le cœur lourd de savoir que l'absence d'Isabelle était de son propre fait. Mais nous prendrons beaucoup de photos pour elle, d'accord? Sérafina hocha la tête, son sourire indéfectible. J'ai allumé le barbecue, cuisinant des burgers et des hot dogs pour la foule croissante d'invités. Vers 16h30, la sonnette retentit, annonçant l'arrivée des amis de Sérafina et de leurs parents. Parmi les derniers à arriver se trouvaient Natalia et son mari, Ralph, accompagnés de leur fille, Denise. Après les avoir accueillis à l'intérieur, j'ai dirigé Denise vers le jardin, où la fête battait son plein. Offrant des rafraîchissements à Natalia et Ralph, j'ai engagé une conversation informelle. « Je suis surpris de te voir ici, Natalia, fis-je remarquer. N'était-il pas prévu un gros voyage d'affaires? C'est le truc d'Isabelle et Luciane, précisa-t-elle. Je suis juste là pour soutenir au bureau. J'ai acquiescé, mon regard l'étudiant attentivement. Tout va bien entre toi et Isabelle? S'enquit-elle, ses yeux se posant sur ma main gauche nue. Pourquoi cette question? Répliquai-je, mon ton mesuré. Tu ne portes pas ta bague de mariage, observa-t-elle, son front se plissant d'inquiétude. J'ai baissé les yeux sur mon doigt, l'absence de l'anneau familier étant un rappel brutal de la vie que j'avais connue. Je la lui ai rendue, révélai-je, ma voix teintée d'amertume. Peut-être que Grave aura plus de chance pour la garder fidèle que moi. L'expression de Natalia s'assombrit. Que veux-tu dire par là? Insista-t-elle. Allons, Natalia, interrompis-je, ma patience s'amenuisant. Ne tourne pas autour du pot. Je sais que ton frère voit Isabelle depuis plus d'une décennie. Vous avez tous les deux fait un excellent travail pour me tromper tout ce temps. John, s'il te plaît, supplia Natalia, ses yeux emplis de larmes. Isabelle tient toujours à toi. Oui, tellement qu'elle a continué à me mentir pendant 12 ans, ripostai-je, ma voix dégoulinant de sarcasme. Je me sens tellement choyé en ce moment. Le front de Natalia se plissa, son regard cherchant le mien.
Quel est ton plan? S'enquit-elle, son ton empreint de crainte. Que penses-tu? Répliquai-je, mon regard imperturbable. Je la mets à la porte. Elle et Grave seront bientôt servis. Servis? S'étonna Natalia, ses yeux s'élargissant de compréhension. Oui, Isabelle recevra les papiers du divorce, et j'emmène Grave devant les tribunaux, l'informai-je, jetant un coup d'œil à ma montre. Tu seras servi lundi. Moi? S'exclama Natalia, son expression empreinte de perplexité. Pourquoi me poursuivre en justice? Je n'ai rien fait. Exactement, répliquai-je, ma voix empreinte de venin. Tu savais ce qu'il manigançait depuis des années. Mon enquêteur pense même que tu as pu aider. Et tout ce temps, tu as agi comme mon amie, assise dans ma maison, mangeant ma nourriture, sachant ce qu'Isabelle faisait avec ton frère. Tu as pris du plaisir à me ridiculiser? Les épaules de Natalia se sont affaissées, son regard baissé. Maintenant, ma famille est déchirée, et tu es en partie responsable, continuai-je, le poids de mes mots pesant sur elle. À cause de vous trois, je ne ferai plus jamais confiance à une femme, et mes enfants ont perdu leur mère. J'espère que tu es satisfaite. Je ne suis pas heureuse de cela, John, insista Natalia, sa voix tremblante. Je suis désolée. Désolée ne suffit pas, Natalia, répliquai-je, ma détermination inébranlable. Vous avez tous conspiré pour détruire ma famille pendant 12 ans. Vous n'avez pas pensé à quel point cela me faisait mal, ni à mes enfants, et maintenant vous avez réussi. Ce n'est pas ainsi que cela s'est passé, se défendit Natalia, le front plissé d'angoisse. Vraiment? Je contestais, mon regard perçant. Était-ce juste une affaire entre vous? L'expression de Natalia vacilla, une lueur de culpabilité traversant son visage. Au début, oui, admit-elle. C'était l'idée de Luciane. Isabelle a suivi parce qu'elle voulait le poste, mais elle n'était pas heureuse. Les choses ont changé avec le temps. Donc même après avoir vendu son entreprise et dit qu'elle prenait sa retraite, elle a continué? Insistai-je. C'était sa décision à elle, clarifia Natalia. Je pensais que ça s'arrêterait, mais Isabelle a continué. Puis elle a fait un mauvais choix. Mais tu as quand même joué un rôle, déclarai-je, ma voix chargée d'accusation. Je suis vraiment désolé pour ça, John, s'excusa Natalia, ses yeux emplis de remords. Aucun de nous n'avait l'intention de te faire du mal. Mais vous l'avez fait, répliquai-je, ma voix lourde du poids de leur trahison. De la pire façon possible. Il vaut mieux que tu rassembles ta famille et que tu quittes ma maison. Et Natalia, appelai-je après sa forme qui s'éloignait, ne revient jamais. Elle essuya une larme et partit retrouver Denise et Ralph, me laissant seul avec les restes de la célébration d'anniversaire de Sérafina. Isabelle et Luciane étaient enlacés, leurs corps nus brillant de l'après de leur aventure, lorsque le téléphone d'Isabelle vibra avec un nouveau message. Pensant que c'était John envoyant des photos de la fête, elle le consulta rapidement pour découvrir le texte de Natalia. Il est sur nos traces. Zut, lâcha Isabelle, son expression empreinte de panique. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Luciane, le front plissé d'inquiétude. C'est Natalia, expliqua Isabelle, sa voix tremblante. John sait tout. Je devrais ranger et rentrer chez moi. Est-ce une bonne idée? Questionna Luciane, regardant par la fenêtre pour voir une berline inconnue et un camion de déménagement dans l'allée. Précipitamment, ils se vêtirent de peignoirs et ouvrirent la porte, pour être accueillis par un homme en veste légère. « Êtes-vous Luciane Grave ?» demanda l'homme. « Oui, c'est moi, » répondit Luciane, son ton méfiant. L'homme se tourna ensuite vers Isabelle. « Et Isabelle Walker est également ici ?»« C'est moi, » confirma Isabelle, s'avançant. L'homme vérifia silencieusement leurs identifications avant de leur remettre chacun une enveloppe. « Vous êtes tous les deux assignés, » déclara-t-il, son expression impassible. « Il y a aussi une ordonnance restrictive incluse. Tu dois rester à au moins 500 pieds de Monsieur Nathaniel Blackwood, de sa maison, de son lieu de travail et de l'école de ses enfants. Enfreindre cet ordre pourrait entraîner ton arrestation. » Avec cela, l'homme est parti, laissant Isabelle et Luciane stupéfaits à la suite de son annonce. « Excusez-moi, est-ce qu'Isabelle Walker est ici ?»
appela un deuxième homme en s'approchant d'eux. Oui, c'est moi, répondit Isabelle, sa voix tremblante. L'homme lui remit un sac en papier avec une enveloppe attachée. On m'a demandé de vous livrer ceci, madame. J'ai d'autres boîtes aussi. Où devrais-je les mettre? Isabelle et Luciane échangèrent un regard inquiet avant que Luciane ne prenne la parole. Laisse-les simplement dans le salon pour le moment. Merci, monsieur, dit l'homme en retournant vers le camion. Pendant qu'Isabelle regardait les hommes apporter les boîtes et les empiler dans le salon, elle ouvrit l'enveloppe, ses mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait la bague de mariage de Nathaniel, une note tapée et son certificat de mariage déchiré. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle lisait les mots qui avaient été gravés sur la page, son cœur se brisant à chaque ligne. Isabelle, commençait la note, je n'ai fait que t'aimer et te soutenir tout au long de notre mariage. Imagine ma surprise en découvrant que tu as eu une liaison avec Luciane Grave ces 12 dernières années. C'est ainsi que tu me rends mon amour, en mentant et en trompant. Les sanglots d'Isabelle résonnaient dans la pièce alors que Luciane lisait la note par-dessus son épaule, son expression s'assombrissant. Je te suggère de voir un avocat dès que possible, continuait la note. J'ai déjà divisé nos finances selon les papiers de divorce et changé les serrures des portes. Comme j'ai été le principal responsable des enfants depuis que tu as commencé ta liaison avec Luciane, je demande la garde exclusive, mais je ne te refuserai pas le droit de visite. Le front de Luciane se plissa. Ce salaud, marmonna-t-il. Je vais le confronter pour ça. Non, Luciane, je t'en prie, ne le fais pas, supplia Isabelle, sa voix tremblante. Je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. C'est mon désordre. Qu'as-tu reçu? Demanda-t-elle, son regard fixé sur la note. Il me poursuit pour m'avoir causé du tort émotionnel, révéla Luciane. Il demande 5 millions de dollars. L'expression d'Isabelle s'assombrit. Je me demande s'il s'en prend aussi à Natalia, songea-t-elle. Découvrons-le, dit Luciane en composant un numéro sur son téléphone. S'il le fait, nous devons nous rencontrer et trouver comment gérer ce désordre. Alors que la célébration d'anniversaire touchait à sa fin, je remerciais les invités de nous avoir rejoints et pour les généreux cadeaux. En regardant autour de moi dans le chaos, je savais que le nettoyage allait me tenir occupé pendant un certain temps. Sérafina s'approcha, les yeux remplis de larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère ?» demandai-je, la prenant dans une étreinte réconfortante. « Je voudrais juste que maman soit là, » sanglota-t-elle, sa voix empreinte de tristesse. « Elle me manque. Je sais, ma chérie, soupirai-je, mon cœur lourd du poids des tourments de notre famille. » L'expression de Sérafina devint sombre. « Est-ce que toi et maman vous sépariez ?» demanda-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je ne voulais pas gâcher sa journée spéciale, mais je savais que la conversation était inévitable. « On en reparlera plus tard, d'accord ?» ai-je répondu, sur un ton doux. « Est-ce à cause de ce type, grave ?» a enchaîné Erin, le front plissé d'inquiétude. « Pourquoi penses-tu ça ?» ai-je demandé, mon regard scrutant l'expression de mon fils. J'ai entendu maman discuter avec lui au téléphone plusieurs fois, a révélé Erin, sa voix teintée de curiosité. J'ai décidé de laisser le sujet pour un autre moment. Laissons ça pour demain, d'accord ? ai-je déclaré fermement. Aujourd'hui, c'est la journée pour célébrer l'anniversaire de ta sœur. Maintenant, j'ai besoin de ton aide pour ranger, d'accord ? Bien sûr, papa, a acquiescé Erin, son expression s'adoucissant. J'ai serré Sérafina une fois de plus dans mes bras, déposant un baiser sur sa joue. « Tout ira bien, ma chère, je l'ai assuré, essuyant ses larmes. « Je t'aime. Moi aussi, papa, a-t-elle chuchoté, ses bras se resserrant autour de moi. Rhonda et George ont aidé à ranger, et alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Rhonda a posé une main sur mon bras. « John, tu vas bien ?» a-t-elle demandé, son regard rempli d'inquiétude. « Je vais m'en sortir, ai-je répondu, lui offrant un petit sourire. « Merci de donner un coup de main. »« De rien, cher, a-t-elle dit, me serrant dans une étreinte chaleureuse. « Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Je l'apprécie, ai-je reconnu, serrant la main de George. « Prends soin de toi, fils,
a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion. Après leur départ, j'ai fermé à clé et suis monté à l'étage, m'effondrant sur le lit presque instantanément, l'épuisement de la journée me rattrapant enfin. Le lendemain, j'ai accompli mes tâches habituelles du dimanche, préparant le petit déjeuner pour les enfants avant de tondre la pelouse. Erin s'est occupée des bordures, et ensemble nous avons rangé et tout remis en place. Alors que nous nous sommes assis pour déjeuner, j'ai été surpris de voir Serafina préparer des sandwichs. Nous avons mangé en silence, les regards pleins d'attente des enfants fixés sur moi. Finalement, Serafina a rompu le silence. « Bon, papa, quel est le problème ? » Je savais que cette conversation était inévitable, alors j'ai conduit les enfants au salon, nous installant dans le canapé moelleux. Il n'y a pas de manière facile de dire ça, donc je vais être direct, ai-je commencé, ma voix assurée. Je me sépare de ta mère. La nouvelle est tombée sans grande réaction de la part des enfants, ce qui m'a surpris. Je m'attendais à plus d'émotion, mais leurs expressions sont restées relativement calmes. Maman voit ce type grave, hein ? A lancé Erin, son regard sans détour. Oui, ai-je confirmé, mon cœur souffrant de cette réalisation. Je m'en doutais, a admis Erin. La façon dont elle lui parle, c'est similaire à comment elle te parle, papa. Je l'ai entendu au téléphone. J'ai acquiescé, reconnaissant la perspicacité de mon fils. Cela a du sens, avec du recul. Je n'avais pas remarqué les signes, mais maintenant il semble évident. Depuis combien de temps ça dure, papa ? A demandé Serafina, le front plissé d'inquiétude. Environ 12 ans, ai-je révélé, ma voix teintée de tristesse. Les yeux de Serafina se sont écarquillés, un hoquet s'échappant de ses lèvres. Cela fait presque depuis que je suis né, réalisa-t-elle, son expression empreinte d'incrédulité. À peu près, confirmai-je, mon cœur se serrant de douleur pour la souffrance que mes enfants ressentaient maintenant. Zut, marmonna Serafina, s'excusant rapidement pour son langage. Je lui offris un sourire rassurant, comprenant la profondeur de sa frustration. « Puis-je rester avec toi, papa ?» demanda Serafina, sa voix timide. « Absolument, si c'est ce que tu veux, » la rassurai-je, les bras ouverts en invitation. « Moi aussi, papa » intervint Erin, rejoignant sa sœur dans l'étreinte. La chaleur de leur affection me remplit d'une immense joie, sachant que mes enfants voulaient être avec moi, malgré la tourmente qui avait consumé notre famille. Après ce moment sincère, nous avons continué la journée, bien qu'une tristesse palpable persistait dans l'air. Les jours suivants se sont écoulés sans incident, George et Rhonda se proposant gentiment de récupérer les enfants à l'école et de rester avec eux jusqu'à mon retour du travail. Rhonda prit même en charge le dîner, allégeant le fardeau sur mes épaules. Je me sentais coupable pour le dérangement, mais ils étaient compréhensifs et heureux d'aider. Le mardi, mon avocate, Lisa, m'a appelé avec une mise à jour. Isabelle a consulté son avocat et exprimé le désir de voir les enfants, m'a-t-elle informé. J'étais hésitant, craignant qu'Isabelle puisse essayer d'emmener les enfants. Et l'ordonnance restrictive ? Ai-je demandé. Si vous êtes d'accord, nous pourrions la suspendre temporairement de vendredi soir 21h à dimanche matin 9h, a proposé Lisa. C'est difficile, mais paraître raisonnable est essentiel. J'ai envisagé sa suggestion, pesant les risques et les avantages potentiels. Et si elle les visite chez ses parents samedi ? Ai-je suggéré. Je pourrais les déposer vendredi après l'école et les récupérer soit samedi soir soit dimanche. Je vais proposer cela et voir ce que son avocat en dit, a accepté Lisa. Et assurez-vous que Grave ou Natalia ne soient pas là. Les enfants pourraient ne pas être très enthousiastes à l'idée de la voir en ce moment. Exactement, ai-je reconnu. Tenez-moi au courant. Le lendemain, Lisa a rappelé avec une mise à jour. Linda et son avocat ont accepté vos conditions, avec la condition que vous suspendiez l'ordonnance restrictive pendant 36 heures de minuit samedi à midi dimanche. Cela s'appliquerait uniquement à Isabelle, pas à Grave ou Natalia. J'ai acquiescé, reconnaissant la nécessité d'éviter de paraître déraisonnable aux yeux du tribunal. Ils ont également convenu qu'Isabelle visiterait les enfants chez ses parents, sans les emmener quelque part, a continué Lisa. Si les enfants sont d'accord,
elle peut y rester pour la nuit. J'ai transmis l'information aux enfants, qui étaient initialement hésitants mais ont finalement accepté de tenter le coup. George et Rhonda ont accepté volontiers de les récupérer à l'école vendredi et de les ramener dimanche après-midi. Le vendredi matin, je me suis assuré que les enfants avaient tout ce dont ils avaient besoin pour le week-end, leur rappelant d'appeler si grave, Natalia ou leur mère se montrait. Après les avoir déposés à l'école, je me suis dirigé vers le bureau, l'esprit absorbé par les événements à venir. Ce soir-là, George est arrivé vers 17h30 et nous nous sommes dirigés vers le Flat Stick Pub, un bar sportif populaire en centre-ville. Autour de burgers et de bières, nous avons discuté et George m'a mis au courant des événements de la journée. Linda est arrivée vers 9h ce matin, a-t-il dit en prenant une gorgée de sa boisson. C'était tendu au début, mais les choses se sont calmées. Les enfants ne sont pas ravis de la voir, et ils l'ont bien fait comprendre. J'ai acquiescé, peu surpris par la réaction des enfants. Étonnamment, elle s'est confessée, a continué George. Elle prétend toujours t'aimer. J'ai ri doucement en secouant la tête. Envisages-tu de lui donner une chance ? M'a-t-il demandé, le front plissé d'inquiétude. Pas après 12 ans de mensonges et de tromperies, ai-je répondu d'une voix ferme. George a hoché la tête en prenant une autre gorgée de sa bière. Au fait, as-tu vraiment brûlé sa robe de mariée ? A-t-il demandé, une pointe d'amusement dans sa voix. Cette chose m'a coûté plus de 2000 $ quand vous vous êtes mariés. Cela semblait être la bonne décision à l'époque, ai-je répondu en riant, le souvenir de mes actions me procurant un bref répit au milieu de la tourmente. L'expression de George est devenue sérieuse. Apparemment, son avocat lui a donné une bonne leçon après avoir examiné le rapport du détective privé, a-t-il mentionné. Elle commence peut-être à comprendre ton point de vue. Trop peu, trop tard, ai-je répondu, mon regard se durcissant. George s'apprêtait à répondre, mais un tumulte derrière moi a interrompu notre conversation. Je me suis retourné juste à temps pour recevoir un coup à la tête, des étoiles envahissant ma vision. Alors que je tombais au sol, j'ai vu un pied se diriger vers moi. Étourdi mais instinctif, j'ai esquivé l'attaque. La voix furieuse de Luciane a retenti. « Je vais te détruire, espèce de salaud !» Rappelant les leçons d'autodéfense de ma jeunesse, je l'ai frappé violemment à l'entrejambe. Luciane a crié et reculé, me laissant saisir l'opportunité. La rage qui bouillonnait en moi a éclaté, et j'ai déchaîné une série de coups, animés par la destruction de ma famille. Il a fallu l'intervention de George et d'un autre client pour me séparer de Luciane, qui gisait immobile sur le sol. Reprenant mes esprits, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital, un médecin m'examinant. Je pense qu'il va s'en sortir, a rassuré le médecin George. Il aura un sacré mal de tête pendant un moment, mais il n'y a pas de signe de commotion cérébrale. Nous allons lui donner des antalgiques et le laisser se reposer avant de le renvoyer chez lui. George m'a souri. Tu as entendu ? Tu vas t'en sortir. Je sais que tu souffres, mais tu devrais voir l'autre gars. On dit qu'il va perdre un testicule, a perdu quelques dents et a failli perdre un œil. Il semblerait que tu lui aies cassé un os de la mâchoire. Grave, ai-je murmuré, réalisant la situation. Oui, les flics sont dehors, prêts à discuter avec toi, m'a informé George. J'ai acquiescé, me préparant à l'inévitable. Les deux agents sont entrés dans la pièce, se présentant comme le sergent Smith et l'officier Jones. « Comment vous sentez-vous ce matin, monsieur ?» a demandé Smith. Comme si on m'avait frappé à la tête, et j'admis, la voix rauque. Smith hocha la tête, consultant ses notes. « Que peux-tu nous dire à propos de la nuit dernière ?» J'ai raconté les événements du mieux que j'ai pu, en insistant sur la menace de grave et la nécessité de légitime défense. C'est à peu près ce que les témoins ont dit, et la vidéo de surveillance le confirme, reconnut Smith. Connais-tu l'homme qui t'a attaqué ? Oui, il s'appelle Lucian Grave, ai-je répondu. J'ai une action en justice contre lui, et il fait partie de ma procédure de divorce. Divorce ? Interrogea Smith, fronçant les sourcils. Oui, ai-je confirmé. Je suis en train de divorcer de ma femme, Isabelle. Smith nota les informations dans son carnet. Donc tu veux porter plainte ? Oui,
Absolument, ai-je affirmé. Et il y a aussi une ordonnance de restriction contre lui. D'accord, nous allons nous en occuper, dit Smith en hochant la tête. Sache juste que ce serait probablement mieux si tu restais en ville un moment au cas où nous aurions besoin de te revoir. Pas de problème, sergent, lui assurai-je, levant mes mains bandées. Alors que les agents partaient, Rhonda, Isabelle et les enfants entrèrent dans la pièce. J'ai fixé Isabelle, mon cœur se durcissant à sa présence. Pourquoi est-elle ici? Ai-je demandé, ma voix empreinte de suspicion. Mon ordonnance de restriction ne reprend qu'à midi, expliqua Isabelle, le regard baissé. Je pensais que tu serais avec ton copain, ripostai-je, mon ton dégoulinant de mépris. Je voulais te voir en premier, admit-elle, sa voix tremblante. En plus, Natalia est avec lui, et il est encore en convalescence. J'ai hoché la tête, mon regard se tournant vers les enfants qui se rassemblaient autour de moi. « Tu vas bien, papa ?» demanda Serafina, ses yeux débordant d'inquiétude. « Je vais m'en sortir, ma chérie, » la rassurai-je, offrant un petit sourire. « J'ai entendu dire que tu as vraiment tabassé grave la nuit dernière, » sourit Erin, ses yeux pétillants de fierté. « C'est ce qui se dit, en effet, » intervint-il. « Mais ce n'est pas quelque chose dont il faut se vanter, et je mis en garde, regardant Georges. « Tu saisis ce que je veux dire ? » « Compris, papa, » affirma Erin, son expression se faisant sérieuse. « Tu vas bien, Nathaniel ?» s'enquit Isabelle, sa voix empreinte de préoccupation. « Il va s'en sortir, » intervint Serafina, sa voix résolue. « On va bien s'occuper de lui, n'est-ce pas, Erin ? » « Oui, on assure, » répondit mon fils, son regard ne vacillant pas. Isabelle jeta un coup d'œil aux enfants avant de parler. « Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais discuter un peu seul à seul avec votre père. » Ils acquiescèrent, Serafina attrapant la main d'Erin. « Pas de souci. Mais on sera juste dehors. » Alors que les enfants et Rhonda quittaient la pièce, Isabelle se tourna vers moi, son expression empreinte de remords. « Nathaniel, je ne peux pas exprimer à quel point je suis désolée pour tout, » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Eh bien, comme je l'ai dit à Natalia, désolée, ne suffit même pas, » ripostai-je, mon regard se durcissant. « Tu étais le meilleur mari et père, » insista Isabelle, ses yeux débordant de larmes. « Mais même cela n'a pas été suffisant pour moi. Alors aide-moi à comprendre, » insistai-je, ma voix empreinte d'angoisse. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Isabelle prit une profonde inspiration, le regard baissé. « Au début, c'était juste un moyen de sécuriser mon emploi. Lucian a fait de la proximité avec lui une condition pour obtenir le poste. » J'ai ri, secouant la tête d'incrédulité. « Et tu n'as pas pensé à venir me voir en premier ? Nous aurions pu agir. Je voulais tellement ce travail, » a avoué Isabelle, sa voix à peine audible. « J'ai fait un pacte avec le diable, en quelque sorte. » « Arrête, Isabelle, » ai-je répliqué, ma patience s'amenuisant. « La réalité est que tu désirais tellement ce poste que tu étais prête à coucher avec lui pour l'avoir, même si cela signifiait tout perdre. » Isabelle a tressailli à mes paroles, son expression empreinte de honte. « Je crois que j'en suis arrivée à un point où je pensais pouvoir tout avoir, » a-t-elle avoué. « Tu as des sentiments pour lui, n'est-ce pas ? » ai-je accusé, mon cœur se brisant à cette réalisation. « C'est pour ça que tu as continué. » Isabelle a hoché la tête, ses larmes coulant librement. « C'était difficile de ne pas le faire, après toutes ces années. Je pensais que tu me laisserais avoir ça. »« Te laisser avoir ça ?» ai-je exclamé, ma voix montant à chaque mot. Chaque moment passé avec lui nous éloignait. Tu te souviens sûrement du concept de coup d'opportunité. Tu l'as choisi lui plutôt que ta famille, et par conséquent, tu as perdu ta famille. Les yeux d'Isabelle se sont écarquillés, la gravité de ses actes lui apparaissant. Mais je t'aime toujours, a-t-elle insisté, sa voix tremblante. Je ne t'ai jamais cessé d'aimer. Mais tu as perdu le respect pour moi, ai-je répliqué, mon regard imperturbable. C'est pour ça que tu as dit à Grave que tu serais avec lui pour la vie et menacé de me nuire en cas de divorce. L'expression d'Isabelle a viré à la surprise. Tu as entendu ça ? A-t-elle octé. Oui, et plus encore, ai-je affirmé,
ma voix teintée d'amertume. Par exemple, tu as dit à Grave que tu préférais passer du temps avec lui plutôt qu'avec ta propre fille le jour de son anniversaire. Quel genre de mère fait ça? Isabelle a tressailli, ses épaules s'affaissant dans la défaite. Je suppose que j'échoue simplement en tant qu'épouse et mère, a-t-elle murmuré doucement. C'est ton interprétation, pas la mienne, ai-je répondu, mon ton mesuré. Mais si ça s'applique, soit. Et je suis sûr que ton complice sera soulagé de savoir que je ne peux pas le poursuivre pour pension alimentaire. J'ai fait des tests ADN, et les enfants sont les miens. Isabelle m'a fixé, les yeux écarquillés d'incrédulité. Waouh, tu pensais vraiment que je ferais ça? S'est-elle exclamée. Eh bien, tu m'as menti pendant 12 ans, Isabelle, ai-je déclaré, ma voix empreinte d'amertume. Tu as comploté et trompé pendant tout ce temps, cachant ton aventure. Que devais-je penser d'autre? Le regard d'Isabelle s'est baissé, son expression empreinte de résignation. Et maintenant? A-t-elle demandé, sa voix à peine audible. Signe les papiers, Isabelle, ai-je répondu, mon ton ferme. Mettons fin à ce mariage factice. Ensuite, trouve de l'aide et remets-toi en question. Pour le bien des enfants. Isabelle a acquiescé, les yeux remplis de larmes. D'accord, je signerai les papiers. Je suis désolé, Nathaniel, pour tout. Tu l'as déjà dit, lui ai-je rappelé, ma voix dénuée d'émotion. Je suppose que oui, hein? A-t-elle reconnu, un sourire ironique tirant les coins de sa bouche. Eh bien, merci de m'avoir laissé passer du temps avec les enfants ce week-end. Pas de problème, ai-je répondu, mon regard ne vacillant pas. Je sais que tu en doutes, mais je t'aime, Nathaniel, avoua Isabelle, sa voix tremblante. Et j'aimerais que tu trouves un moyen de me pardonner et de nous donner une autre chance. Tu as raison, je n'y crois pas, ai-je répondu, mon cœur se durcissant. Mais merci de l'avoir dit. Je suppose qu'une partie de moi tiendra toujours à toi aussi, mais ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de faire confiance à mon partenaire, et après ce que tu as fait, je ne suis pas sûr de pouvoir faire confiance à quelqu'un à nouveau. Isabelle hocha la tête, ses larmes coulant sur son visage. Je comprends, murmura-t-elle. Au revoir, Nathaniel. Elle s'approcha et déposa un doux baiser sur ma joue avant de quitter la pièce, ses sanglots résonnant dans le couloir. Georges, Rhonda et les enfants entrèrent peu de temps après, leurs expressions empreintes de préoccupation. « Tout va bien, mon fils ?» demanda Georges, le front plissé. « Oui, je pense que nous avons discuté, » ai-je répondu. Je crois qu'elle a enfin compris à quel point elle a tout gâché. Est-ce que cela signifie que toi et maman allez vous remettre ensemble? Demanda Sérafina, ses yeux emplis d'espoir. J'ai secoué la tête, mon cœur lourd. Non, ma chérie, expliquai-je. Il faut plus que de l'amour pour faire durer un mariage. La confiance est tout aussi importante, et en ce moment, je ne lui fais pas confiance. L'expression de Sérafina s'assombrit, mais elle hocha la tête en signe de compréhension. Après un dernier examen médical, j'ai été libéré et Georges m'a ramené à la maison avec les enfants. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel paniqué de Georges et Isabelle. Natalia leur avait informé qu'Isabelle avait pris trop de somnifères et bu de l'alcool. Sérafina l'avait découverte inconsciente chez Grave en récupérant quelques-uns de ses effets personnels. Un mot sur sa table de nuit disait simplement « Je suis désolé ». Bien qu'elle ait frôlé la mort, Isabelle a survécu et a passé quelques jours à l'hôpital. Après évaluation par des professionnels de la santé mentale, elle a été placée sous la garde de Georges et Rhonda, finissant par retourner vivre avec eux. Elle a signé les papiers du divorce sans contester quoi que ce soit, et Lisa m'a informé que je serais officiellement divorcé dans 90 jours. Le règlement m'a laissé environ 3,5 millions de dollars après les frais d'avocat, dont j'ai alloué 1 million chacun pour les fonds de scolarité des enfants et j'ai épargné le reste. J'ai commencé à planifier une croisière en Méditerranée pour les enfants lors de leurs prochaines vacances d'été, désireux de leur offrir une pause bien méritée du tumulte. Chaque fois que je rendais visite à Georges et Rhonda avec les enfants, je voyais Isabelle. Parfois, nous discutions brièvement, mais je ne pouvais me défaire du poids de sa trahison. Elle voyait un conseiller,
essayant de comprendre ses actes, gardant toujours l'espoir que je la reprendrais. J'étais contente qu'elle cherche de l'aide, mais cela semblait être trop peu, trop tard. Avec le temps, elle a lentement renoué le lien avec les enfants, ce qui était un soulagement. Georges a mentionné qu'elle passait la plupart de son temps à écrire pour des blogs d'entreprise et n'était pas intéressée par les rencontres. Isabelle était déçue d'apprendre la croisière en Méditerranée que j'avais prévue avec les enfants, mais elle l'a gérée avec grâce, nous souhaitant le meilleur. Les enfants lui envoyaient souvent des messages avec des photos de nos voyages, ce qui semblait lui apporter un certain réconfort. Pendant la croisière, j'ai rencontré Nikki, une femme charmante de la Colombie-Britannique qui était également en voyage post-divorce. Elle était un peu plus jeune qu'Isabelle, avec des cheveux blonds et une attitude joyeuse. J'appréciais sa habitude de terminer ses phrases par « un » et j'ai appris qu'elle avait 2 enfants à elle, un peu plus jeunes que les miens, passant l'été chez leurs grands-parents dans l'Idaho. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, partageant nos histoires et même partageant un lit quelquefois. Serafina me taquinait d'avoir une petite amie, et je ne pouvais m'empêcher de sourire à ses piques taquines. À la fin de la croisière, nous avons échangé nos coordonnées, promettant de rester en contact par email et Skype. Bien que je ne sache pas où cela nous mènera, nous discutons en ligne au moins 2 fois par semaine, et je me sens de plus en plus proche de Nikki à chaque conversation. J'ai même commencé à imaginer un avenir avec elle, et elle a exprimé de la sympathie pour la situation avec Isabelle, notamment l'impact sur Georges, Rhonda et les enfants. Lors de notre dernière discussion, Nikki a évoqué l'idée de nous rendre visite avec ses enfants ou de venir chez elle, une maison en rondin à 2 étages sur 50 acres de forêt au nord de Kamloops, construite à la fin des années 1800. Je n'étais jamais allé aussi loin au nord, donc cela semblait intriguant. Que cela aboutisse ou non, eh bien, c'est une histoire pour un autre jour. La vie à la maison s'est ajustée sans Isabelle. Mon patron était flexible, me permettant de gérer le fait d'emmener les enfants à l'école et de les récupérer. Je savais qu'Erin serait bientôt assez grande pour conduire et prendre en charge cette responsabilité. Un jour, Georges m'a annoncé une nouvelle troublante. Ils vont mettre Isabelle dans un hôpital psychiatrique, a-t-il dit, son expression sombre. Pourquoi ? Ai-je demandé, le front plissé d'inquiétude. Sophie lui a envoyé une photo de nous dînant avec cette dame canadienne de ta croisière, a expliqué Georges. Isabelle l'a mal pris. Elle a mis fin à ses jours. On l'a retrouvée dans la baignoire. J'ai ressenti une pointe de sympathie, mais il y avait aussi une petite partie de moi qui ressentait un sentiment de justice. Isabelle avait maintenant goûté à la douleur que j'avais ressentie lorsque j'avais découvert sa trahison. Je n'arrive pas à y croire, et je murmurais, secouant la tête. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Heureusement, elle a raté son coup et a survécu, a continué Georges. Mais les médecins disent qu'elle a besoin de soins constants. Rhonda et moi ne pouvons pas assurer cela 24h/24, donc ils ont décidé qu'elle devait être dans un établissement spécialisé. Combien de temps pense-t-il qu'elle restera là-bas ? Ai-je demandé, le cœur lourd du poids de la situation. C'est incertain, mon fils, a répondu Georges. Ça pourrait être quelques années, ou ça pourrait être permanent. Nous prenons juste un jour à la fois. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir, ai-je proposé, ma voix empreinte d'une réelle préoccupation. Merci, mon fils. J'apprécie ça, a dit Georges, sa gratitude évidente. Nikki et moi avons continué notre relation à distance, et je me suis retrouvé à me rapprocher d'elle à chaque conversation. J'ai commencé à imaginer un avenir avec elle, et elle se sentait désolée pour Isabelle, surtout pour l'impact que cela avait eu sur Georges, Rhonda et les enfants. Lors de notre dernière discussion, Nikki a évoqué l'idée de nous rendre visite avec ses enfants ou de venir chez elle, la maison en rondin à 2 étages sur 50 acres de forêt au nord de Kamloops. Je n'étais jamais allé aussi loin au nord, donc cela semblait intriguant. Alors que je contemplais la possibilité, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que l'avenir nous réservait. Est-ce que Nikki et moi allions nouer un lien durable, ou cela serait-il simplement un autre chapitre de l'histoire en constante évolution de ma vie ? Seul le temps le dirait, mais pour l'instant, j'étais reconnaissant pour l'éclat d'espoir que la présence de Nikki avait apporté dans ma vie.
Après les événements tumultueux de l'année passée, j'avais besoin de quelque chose de positif sur quoi me concentrer, et la perspective d'une nouvelle relation, avec toutes ses possibilités, était un répit bienvenu par rapport à la douleur et au chagrin que j'avais endurés. Alors que je me trouvais dans le confort de mon foyer, entouré par les rires et l'amour de mes enfants, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment d'optimisme prudent. Le chemin à venir pouvait être incertain, mais j'étais déterminé à ouvrir une voie qui mènerait ma famille et moi vers un avenir plus radieux. Que cet avenir inclut Nikki ou non, je savais que j'avais la force et la résilience pour surmonter les défis qui se dressaient devant moi. Avec le soutien indéfectible de mes proches et les leçons apprises du passé, j'étais prêt à embrasser le prochain chapitre de ma vie, quel qu'il soit.